Wedding Nightmare 2 est une immense surprise et on en parle tout de suite. Et vous avez le bonjour de Billy juste derrière. Et moi. Nous reprenons immédiatement après les événements du premier opus. À vrai dire, ils reprennent carrément la scène finale du film original. Je me suis mariée. Grace va cette fois-ci être confrontée à plusieurs familles, un tout petit peu excentriques, devant l'éliminer ainsi que sa sœur. Sa sœur se retrouvant coincée avec elle dans cette sordide histoire parce que c'était son contact d'urgence, c'est pas une blague. On prend les mêmes et on recommence dans une extension complète du premier opus. Il y a plus de menaces, il y a plus de tueurs, plus d'armes, de personnages, plus d'héroïnes, et je parle pas de drogue. Pas mal celle-là. Sacré nom d'une bite. Plus de combats, plus de gore et plus de violence, plus d'humour aussi, et c'est cool. Tu viens pour le deuxième round, pétasse? Ouais. C'est une suite dans la continuité du premier opus, mais boostée aux stéroïdes, boostée aux OGM. Ça se rapproche de plus en plus d'une licence comme The Purge ou Le Cauchemar américain, dans son sublime titre traduit en français, parce que je suis bilingue. Ouais. Parce que les chasseurs et donc les antagonistes ont vraiment une personnalité qui leur est propre, on se croirait presque dans un jeu vidéo, ils ont tous leur archétype, ils ont tous leur classe avec des armes différentes, comme si ils avaient une sorte d'évolution dans un RPG en fait, on est dans le donjon de Nalbuck. Personne n'aura cette référence, j'en suis convaincu. Comme s'ils avaient évolué, comme s'ils avaient augmenté en grade au fur et à mesure des années, ce qui m'a encore une fois complètement rappelé le concept de la purge, parce que dans la purge, il y avait tout un tas d'antagonistes qui n'avaient pas du tout les mêmes classes, qui n'avaient pas du tout les mêmes armes et les mêmes mécanismes de défense. Et puis même rien que le concept de devoir rester en vie sur une certaine durée pour pouvoir en quelque sorte remporter la partie, ça fait très The Purge. Il y a vraiment une proximité entre ces deux univers, et comme on a eu le droit à une série sur la purge, je pense qu'une série Wedding Nightmare, ça pourrait être très intéressant, où on commencerait avec le mariage avant que chaque épisode développe une heure de la nuit où la personne doit survivre, ça pourrait être très intéressant, ça pourrait être trop cool en série, je suis sûr que ça cartonnerait, je mettais un billet là-dessus. Comme on sait que la famille Le Domas a fait le pacte au 19e siècle, ça pourrait être sympa d'avoir une série qui se déroule justement dans ces anciennes époques, ça serait trop intéressant. Tout ça pour conclure que j'aime vraiment cet univers, qu'il y a quelque chose d'attachant, et que ce deuxième opus ne fait que de le confirmer. Vraiment, le deuxième opus, c'est la force brute, et ça fait du bien, et on va y venir tout de suite. L'action du film se déroule principalement de jour, ce qui est un grand changement, et c'est peut-être le seul défaut du film. Ce qui était cool dans le premier, c'est qu'on était dans le manoir Spencer du premier Resident Evil, c'était lugubre, orangé, sombre, avec un aspect ancien permettant d'avoir un petit peu d'horreur. Il y avait de l'horreur qui s'en dégageait, même si c'est pas quelque chose qui faisait peur, c'était pas un film d'horreur vraiment à proprement parler, il y avait cette petite tendance horrifique qui pouvait avoir lieu, pas avec des jumpscares, pas avec quelque chose qui te à la gueule, comme quand on joue à des jeux vidéo. Il était où ? Mais par son ambiance, il avait quelque chose d'horrifique. Le fait d'être tout seul dans un manoir, alors c'est vrai que ça durait pas vraiment très longtemps, le moment où Grace s'échappe, elle va être rapidement dehors, mais on va dire dans les 30 premières minutes où elle est en train de se cacher, il se passe vraiment quelque chose et on a ce stress avant que l'humour ne débarque véritablement. Oh mon Dieu! L'humour qui était à toute petite dose dans le premier film et qui se retrouve quadruplé dans le second, et c'est ce qu'il fallait. Et c'est notamment grâce au personnage de Grace qui est vraiment dans cet état d'esprit badass et qui se dit « je n'en peux plus de ce qui se passe, je vais vous enculer ». Et surtout qu'il y a sa sœur qu'elle doit protéger parce qu'il y a une responsabilité qui se met en place. Grace c'est un peu la tonton flingueuse qui n'en peut plus de revivre la même chose en boucle et qui va vraiment vouloir les enculer, et ça passe par tout un tas de scènes d'humour. Pour revenir à l'ambiance du premier film, on suffoquait avec Grace. En plus d'environnements de plus en plus glauques comme la fosse commune, le jardin, le sous-sol avec toutes ces caméras, le premier film c'était véritablement le Cluedo de l'horreur. Là où dans le second, c'est beaucoup plus éclairé et rares sont les scènes de nuit. On ne suffoque plus puisque le domaine est extrêmement vaste, on voit forcément la menace qui ne peut pas se cacher, et même dans cette manière de faire monter la tension, c'est pas par des surprises, on sait que la menace arrive et on les voit prendre par moments le volant pour aller tabasser Grace et sa sœur. Il n'y a plus la surprise de débouler dans un couloir en sachant que la menace, les chasseurs sont déjà là, ils sont déjà à l'opposé de toi, ils sont dans ce même couloir. Je compare encore une fois à Resident Evil, mais les premiers jeux jouaient avec ça, tu ne voyais pas ce qu'il y avait au bout du couloir, tu tournais et hop, t'avais la surprise. Il y avait un tout petit peu cet esprit-là dans le premier opus de Wedding Nightmare, mais même si l'ambiance est un tout petit peu moins bonne, ça traduit d'une véritable volonté de s'écarter de l'horreur pour devenir un espèce de film d'action. On est dans un film d'action sanglant. Wedding Nightmare deuxième partie, c'est un film d'action avec des scènes violentes. C'est une course-poursuite géante avec beaucoup plus de frénésie et de violence, et c'est vraiment ce que je voulais voir, c'est ce que je souhaitais voir, parce qu'ils ne peuvent plus
recréer la surprise du premier film, et ils le savent, mais en changeant de genre, maintenant qu'on a adopté Grace, maintenant qu'on a adapté aussi tout ce concept de famille noble qui veulent tabasser des plus pauvres, il n'y a plus qu'à se laisser faire, il n'y a plus qu'à se laisser aller, et en vrai c'était plutôt facile, et ils ont été dans la facilité, et ils avaient totalement raison. Plutôt que de réinventer le concept en créant quelque chose qui n'est pas aussi bon que le premier film, on essaie de te le faire revivre avec un nouvel environnement, avec de nouveaux personnages, et c'est très bien. Et surtout, cette fois-ci, putain de bordel de merde, c'est Mad Max quoi. Maintenant que la mythologie autour de ces familles nobles et de ces pactes avec le diable ont été posés dans le premier film, il n'y a plus qu'à devenir bourrin. Le premier c'était Furiosa, donc un film un petit peu plus lent avec des scènes d'action qui sont parfois un petit peu brutales et qui sont très bien filmées. Furiosa c'est incroyable. Et celui-ci c'est Fury Road, c'est-à-dire que c'est bête et méchant, et qu'est-ce que ça fait du bien. De l'action, de l'humour et une blonde en Converse qui tabasse des gueules. C'est une toute petite blonde de rien du tout. C'est tout ce que j'étais venu chercher et c'est ce que j'ai obtenu. Mais, immense surprise, le casting. Je vous jure, j'ai pas vu un casting comme ça depuis Belle Lurette, c'est incroyable. J'aurais secrètement apprécié un caméo de Keanu Reeves, là j'aurais explosé en salle, j'aurais pété un plomb et j'aurais scandé que c'était le film de l'année. Tu rajoutes un petit caméo de Stallone avec son bandeau rouge, et y a pas que son bandeau qui sera tendu. Déjà, Samara Weaving, c'est le produit d'appel, je mets de gros guillemets, ça a l'air d'être très irrespectueux mais c'est pas du tout le cas. Ce que je veux dire c'est qu'on va voir Wedding Nightmare 2 parce qu'il y a Samara Weaving, et qui est encore une fois au sommet de sa forme, et qui est investie. Elle arrête pas de gueuler dans ce film, elle arrête pas de gueuler dans le sens où elle arrête pas de lancer des cris, elle a un cri qui est vraiment très particulier, et c'est beaucoup trop bien fait. C'est là où on voit que c'est une actrice qui est légendaire et qui est faite pour le genre horrifique, une Scream Queen en fin de compte. Là où Grace était un personnage vraiment sensible, et on sentait un petit peu ce côté femme parfaite, notamment au tout début du premier opus, et on sentait que c'était l'évolution de l'héroïne qui était un peu la femme parfaite, qu'on sentait qu'elle avait un vécu difficile, jusqu'à ce qu'elle devienne véritablement Lara Croft. Elle se transformait peu à peu en Final Girl Badass. Bah là, cette fois-ci, on commence le film, elle est directement la Final Girl Badass. Elle a beaucoup évolué depuis cette première nuit, et là on retrouve une Grace qui a évolué vraiment comme ce côté RPG qu'on retrouve dans les antagonistes, qui est vraiment au top de son niveau, et qui va pouvoir être badass dès le début, et enchaîner sur tout un tas de scènes qui sont profondément légendaires, que ce soit dans ses répliques, que ce soit dans son acting, les moments où elle va combattre, et il y a pas mal de chorégraphie de combat, et surtout, les moments où elle crie, où elle hurle. Sale petit enfoiré! Et je pense que j'ai l'impression que c'est presque du troll, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle fait que de crier par moments, et c'est très très drôle. Samara Weaving est absolument extraordinaire, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi cette actrice n'a pas plus de rôles, notamment dans des films plus populaires qui pourraient beaucoup plus cartonner, parce qu'elle est extrêmement forte. Et je sais qu'il y a beaucoup cette comparaison qui est faite avec Margot Robbie simplement parce qu'elles sont blondes, et je les compare pas parce qu'elles sont blondes comme beaucoup le font, j'en ai rien à foutre. C'est juste que Samara Weaving mérite, à mon sens, une exposition similaire quoi. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas un gros projet, pourquoi elle ne devient pas une tête d'affiche. Et j'avais vraiment peur qu'elle soit mise sur le côté, qu'elle soit mise au second plan, parce qu'il y a l'arrivée de sa sœur. C'est toujours le risque quand t'as un deuxième personnage, comme si t'avais deux héroïnes. Moi ça m'a toujours dérangé d'avoir plusieurs héros ou plusieurs héroïnes dans un film, et encore plus dans un film d'horreur. J'avais vraiment peur qu'elle soit mise sur le côté au profit de sa sœur qui soit vraiment développée, tandis que Grace soit mise au second plan. Ce n'est pas le cas, c'est toujours Samara Weaving, c'est toujours le personnage de Grace qui est central, et qui est l'héroïne badass, et qui a des responsabilités sur sa sœur, qui doit notamment la protéger, qui doit à un moment donné la sauver. C'est toujours elle la reine du film, et c'est encore une fois ce qui ressort comme le premier film. On est dans des thématiques qui sont similaires. Et en fait c'est un peu comme les films Resident Evil. T'allais les voir parce que c'était la propagande pour Mila Jovovich, c'était des films de propagande pour l'actrice et c'est tout ce qu'on demandait, même si on a certains... Alors le Nemesis dans Resident Evil 2 c'était compliqué. Bah là c'est un peu pareil, c'est des films de propagande pour Samara Weaving, et c'est très bien. D'ailleurs 7 ans après le premier film, 7 ans, elle n'a pas bougé, elle n'a pas pris une seule ride, elle n'a pas vieilli, elle n'a pas changé contrairement au prix de l'essence, ou au fait que je dois utiliser un VPN pour aller sur certains sites, bref, passons. Catherine Newton, c'est pas facile à prononcer son nom, incarnant la sœur de Grace, elle est elle aussi extraordinaire, et pareil j'avais l'impression qu'on essayait de nous fournir un clone de Grace, et en fin de compte elle a une personnalité qui lui est propre, elle est vraiment très très cool. Alors on va y venir, mais c'est plus un prétexte pour développer le personnage de Grace, mais ça reste que sa sœur est quand même un personnage très intéressant. C'est un bonheur de voir cette actrice dans une franchise aussi importante, entre gros guillemets en tout cas, aussi importante pour les fans de films d'horreur que Ready or Not ou que Wedding Nightmare, parce que Catherine Newton c'est vraiment pour tous les amoureux du cinéma horrifique quelque chose. C'est le personnage principal dans Paranormal Activity 4, on la retrouve dans tout un tas d'autres films d'horreur comme Abigail, Freaky et j'en passe. C'est possiblement une future icône de l'horreur, en tout cas elle a le potentiel, elle a le charisme, et aussi elle a un très bon acting, en tout cas dans le film elle a été très efficace. Alors comme je vous disais, c'est un peu une sorte de prétexte pour développer le personnage de Grace, parce que quand le film va commencer, elles se font un peu la gueule,
gueule et tu comprends les relations tendues entre sœurs et sœurs. Et l'objectif, c'est qu'elles vivent des drames pour qu'elles se rapprochent, pour qu'elles se rendent compte que finalement ce sont de véritables sœurs et qu'elles deviennent plus proches que jamais et blablabla. Vous connaissez ce genre de principe qui est extrêmement simple. C'est pas la piste la plus intéressante du film, mais leur alchimie est plutôt bonne. Et dans tous les cas, on sait que ces réalisateurs, ils ont pas une écriture qui est si dingue que ça. C'est les mêmes mecs qui ont écrit Scream 5, qui ont écrit Scream 6, qui ont écrit le premier opus de Ready or Not, et que Abigail. L'objectif de ces films, c'est d'être vraiment des purs produits de divertissement, et ça passe toujours par une écriture qui est plutôt simpliste. Ready or Not 2, Wedding Nightmare 2 ne déroge pas du tout à la règle. Voilà, c'est pas là où vous allez avoir de la profondeur, et encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on leur demande. Mais la piste intéressante, c'est que là où on découvrait véritablement le personnage de Grace qui était vu comme une mariée parfaite, c'était la femme parfaite à marier dans le premier opus. On avait quelques répliques qui nous faisaient comprendre qu'elle avait un passé difficile et qu'elle avait connu des difficultés dans sa vie, mais justement, l'arrivée du personnage de sa sœur va la permettre de se développer un peu plus et que ça sert de prétexte à développer son passé, ce qu'elle a vécu, ses expériences, et pourquoi maintenant elle arrive à être autant une combattante. C'est parce que la vie n'a pas été tendre avec elle, donc maintenant c'est une combattante, c'est plutôt logique, et les choses qu'elle a vécues lui ont servi pour être une meilleure personne en fin de compte. Ce genre d'écriture qui est plutôt simpliste mais qui fonctionne très bien, j'attendais pas plus de profondeur dans un film comme Wedding Nightmare 2. Et la réplique du premier film prend cette fois-ci tout son sens. C'est une toute petite blonde de rien du tout. Sauf que cette fois-ci, c'est bel et bien deux blondes qui vont renverser le pouvoir. Comme un moustachu dans les années 40... Non, je vais pas finir cette phrase. Sacré nom d'une bite. Toujours dans cette idée d'avoir un bon casting, Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar, la reine, la queen. Et mon dieu, ça m'a donné envie de relancer Buffy, vous pouvez pas savoir, je pense que demain je vais reprendre Buffy, c'est trop bien Buffy. Qu'est-ce que j'aime cette actrice. Sans surprise, Sarah Michelle Gellar est complètement extraordinaire, elle se fait kiffer dans ce rôle. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle prend son pied et qu'elle peut être complètement excentrique, et comme si elle en avait besoin. Elle avait besoin de ne pas être prise au sérieux le temps d'un film, et c'est beaucoup trop cool. Et ça se voit qu'elle prend son pied, qu'elle est contente de jouer une antagoniste, et t'as même à un moment donné un énorme clin d'œil à Buffy, où elle prend une arme qui ressemble à un pieu, et elle le pointe au niveau de Grace, comme si c'était justement Buffy qui essaie de tuer un vampire, et même dans la disposition de la caméra, dans la façon dont ils ont fait le plan, c'est exactement la même chose que dans la série Buffy. Ce genre de clin d'œil, vous savez ce qui se passe dans mon pantalon, c'est waouh. Et je passe sur tout un tas d'autres acteurs très connus qui sont absolument parfaits, vous les connaissez déjà, et qui sont des antagonistes très charismatiques, qui peuvent être parfois un tout petit peu sous-exploités, notamment pour un acteur qui est très connu, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même très bien. Les antagonistes sont peut-être même beaucoup plus charismatiques que dans le premier film, en tout cas ils ont tous une personnalité un peu plus folle qui est développée, là où dans le premier film tu sentais cette famille, t'avais des différences quoi, t'avais des personnes qui étaient plus charismatiques que d'autres et que t'avais plus envie de voir. Leur design, leur arme, c'est quelque chose de très important et on sent qu'il y a eu un véritable travail de recherche, c'est du top niveau en termes de casting, véritablement, et c'est rare d'avoir ça dans un tel type de production, un film qui a coûté seulement 6 millions de dollars, d'avoir un casting aussi incroyable, qu'ils soient tous impliqués quoi, c'est-à-dire qu'on a un film qui est entre guillemets fauché, où il n'y a pas beaucoup de budget, pour ce type de production en tout cas, et pourtant tout le monde est investi, et c'est pourtant des acteurs qui sont connus. Sarah Michelle Gellar est investie, pourtant je suis pas sûr qu'elle ait touché beaucoup d'argent, idem pour tous les autres acteurs, et je suis tellement content pour eux, ça fait du bien de voir des acteurs qui profitent et qui prennent leur pied, j'en ai besoin en fait. C'est tout con, mais quand tu vois des acteurs prendre du plaisir, même si, supposons que le film aurait été nul ou qu'il soit mauvais, bah en fait ça t'attrape, parce que tu vois des acteurs kiffer, et tu vois que c'est tellement rempli de bonnes intentions, ça t'attrape directement. En termes d'immersion pour le spectateur, c'est d'autant mieux. Il y a une espèce de parallèle, quand tu vois quelqu'un qui est vraiment content, qui est rempli de vie, bah mine de rien ça te fait du bien. Bah c'est un peu pareil avec les acteurs. Il suffit de voir les bonus d'Abigail, les bonus de Scream 5, de Scream 6 et j'en passe. Il y a vraiment une énorme ambiance sur le plateau de tournage et on sent qu'il y a vraiment cette proximité d'amis. Et j'aime beaucoup ça, c'est hyper important et ils ont trop de la chance d'avoir ce type de projet. Et putain, je me répète, mais 7 ans après le premier film, Samara Weaving n'a pas vieilli d'un seul trait. C'est dingue de ne pas vieillir comme ça. Cette petite blonde de rien du tout. Voilà. Il est temps de rentrer dans une phase de conclusion. Wedding Nightmare 2 nous donne exactement ce qu'il nous promettait. C'est une extension du premier, tu ne le lances pas sans l'autre, c'est-à-dire que maintenant qu'on a vraiment ces deux opus qui sont sortis, quand je vais regarder le premier, je vais directement enchaîner sur le deuxième. C'est un peu comme Rocky 1 et Rocky 2, c'est un peu comme la trilogie Matrix. Moi quand je regarde la trilogie Matrix, je regarde les trois parce que pour moi ils sont indissociables. C'est exactement la même chose qu'il se passe avec ce nouvel opus. Maintenant qu'il est sorti, je ne peux pas le regarder sans avoir vu le 1 auparavant, et je ne peux pas regarder le 1 sans enchaîner avec le deuxième. J'ai presque envie que quelqu'un, des fans, fasse une version sans les génériques,
C'est-à-dire qu'on est vraiment une version complète de 3-4 heures de ces deux films, ça serait plutôt proche des 3 heures. On retire le générique du début, on retire les génériques de fin, et on assemble les deux films pour n'en faire plus qu'un. Il y a vraiment cette idée d'un film complet désormais, et c'est très très cool. Surtout que, je répète, mais 7 ans après, on a vraiment l'impression, et ça a été super bien fait, que le film se déroule véritablement juste après, quelques secondes après la fin du premier. Il y a toujours un risque de sortir une suite et de détruire le premier, et là ce n'est pas du tout le cas. Alors oui, ça prend pas de risque, mais au moins ça ne détruit pas l'original, ça le complète. Alors oui, le principal défaut, et c'est ce qui ressort des critiques, en tout cas j'ai l'impression, il manque peut-être une surprise. Le premier film était un tout petit peu surprenant, parce que tout l'enjeu c'était de savoir, est-ce que ce pacte avec le diable existe véritablement? Est-ce que le film va plonger à un moment donné dans le surnaturel? Il n'y a pas ça avec Wedding Nightmare 2, parce qu'on a déjà eu la grosse surprise dans le premier, et il essaie pas vraiment de reproduire ce genre de schéma. Il y a des éléments qui peuvent étonner, évidemment, le but d'un scénario c'est toujours d'avoir des éléments pour étonner le spectateur, heureusement, mais il n'y a pas ce côté plot twist qu'on avait vraiment dans le premier opus, ce qui peut vous décevoir. Le but d'un plot twist c'est vraiment d'être surprenant. Si Wedding Nightmare 2 avait eu un véritable plot twist aussi important que le premier, on se serait dit bon bah ils ont reproduit le même schéma. Donc en fait on peut toujours critiquer parce que ça ressemble au premier ou parce qu'ils refont la même chose. Là de pas avoir peut-être d'aussi grandes surprises ça va vous décevoir, mais je trouve que c'est plutôt efficace parce que le but c'est de prolonger l'univers qui a déjà été mis en place dans l'original. Surtout que la fin reste quand même surprenante et il y a toujours cet esprit d'explosion finale, d'avoir quelque chose qui bam t'en mette plein la gueule en tant que spectateur. Et puis vu que le film est beaucoup plus bourrin que le premier, vu qu'on est vraiment dans du cinéma d'action brutal, c'est déjà explosif, tu t'en prends déjà plein la gueule à partir du moment où le film commence. Personnellement, je suis venu chercher ça, je m'attendais à un film d'action, je voulais quelque chose de beaucoup plus brut de décoffrage. Donc si vous êtes plus sensible à l'horreur, si vous avez aimé les petites séquences horrifiques du premier film, vous n'allez pas vraiment retrouver ça dans le deuxième, et ça peut vous décevoir. Et si vous êtes surtout un amateur de films d'horreur et que vous aimez pas trop les autres genres ou les autres sous-genres, oui, là aussi, malheureusement pour vous, Wedding Nightmare 2 pourrait vous décevoir. Mais par contre, si vous êtes comme moi, que vous aimez le cinéma d'action brutal, un peu sanglant, là il va y avoir des scènes d'action qui seront vraiment très bonnes et qui vont faire la petite bosse dans le pantalon, et pas que d'ailleurs. Le casting est complètement malade, mais je pense avoir assez insisté sur ça, encore une fois, d'avoir un casting autant impliqué avec un budget aussi réduit, en sachant qu'ils n'ont pas dû toucher beaucoup. Franchement, c'est vraiment magnifique à voir, tout le monde est investi, tout le monde est excentrique, tout le monde a sa propre personnalité, et c'est beaucoup trop cool. Et pour moi, oui, c'est une immense surprise, parce que dernièrement, ça vous aura pas échappé si vous suivez les critiques, c'est vrai que dès qu'il y avait des suites de franchises, j'étais complètement déçu. J'étais toujours ce côté c'est bien, ou alors c'est juste moyen, ou alors c'est décevant. J'ai été particulièrement déçu de toutes les suites qui sont sorties dernièrement, et du coup je me suis un peu prédisposé, je me suis dit bon, ça a l'air d'être comme le premier, en moins bien, est-ce que j'ai envie d'aller le voir? Je vais aller le voir parce que j'ai adoré le premier, mais j'y vais sans grandes intentions, et finalement je me suis pris une immense surprise dans la gueule, j'ai adoré, et ça fait du bien d'avoir quelque chose qui rompt un peu cette malédiction de mauvaise suite. Pour moi, Wedding Nightmare 2 est une excellente suite, et ça pourrait potentiellement, si le film marche, devenir une excellente franchise, d'avoir une série comme je vous le disais, comme La Purge, d'avoir un univers vraiment marqué qui cartonne en salle parce que ça le mérite. Pour moi là, ça y est, ils ont vraiment leur univers d'ancrage, ils ont réussi à avoir une franchise extrêmement forte qui pourrait devenir culte et qu'ils doivent exploiter. Et j'insiste là-dessus, mais 6 millions de budget, c'est un non-sens. 6 millions, ce film, c'est vraiment un non-sens, et ça prouve qu'il y a du blanchiment d'argent à Hollywood, hein, parce que quand tu vois certains films qui coûtent plus de 200 millions et la gueule qu'ils ont, il y a du blanchiment d'argent. Mais là, ça se voit que c'était des passionnés et qu'ils ont utilisé chaque centime à des fins pour augmenter la qualité du film, et ça fait plaisir encore une fois. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a 2 semaines maintenant, je crois, ou c'était la semaine dernière, je sais plus, il y a eu They Will Kill You qui est sorti. C'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était le cul entre deux chaises, et c'est pas très agréable d'avoir le cul entre deux chaises. Et j'avais peur que ça fasse un petit peu réhésite avec They Will Kill You, mais en fin de compte, Wedding Nightmare montre à quel point c'est lui l'élu, c'est lui qui doit être dans cette espèce de genre là, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de revanche de la mariée qui va tabasser des gueules. Wedding Nightmare prouve qu'on ne déconne absolument pas avec l'original. J'aime beaucoup ce sous-genre, alors je vous ai parlé de la mariée qui tabasse des gueules, mais ça pourrait être aussi la proie qui devient la chasseuse, la proie tabassant des gueules. Dans ce même registre un petit peu, je vous conseille The Hunt, qui est beaucoup plus sérieux et qui a un petit bijou en tout cas à mon sens. Un des derniers bons films de la Blumhouse. Est-ce que je l'ai en DVD d'ailleurs? C'était celui-là, The Hunt. Il est vraiment très très cool. En vrai, je vous le recommande, il est sympathique. D'ailleurs, je sais que je critique souvent la Blumhouse, mais j'ai un coffret 2, et mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs qu'ils ont sortis qui sont dingues ces dernières années. Invisible Man, putain c'est Get Out, c'est la Blumhouse, mais ils ont fait des classiques quand même. Split, The Visit, qui sont, en tout cas à mon sens, des films très importants de ces dernières années. En fait, la Blumhouse, c'est ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, ils avaient vraiment une période où ils maîtrisaient leur art, ils arrivaient à sortir des films qui étaient à la fois sérieux, matures, avec une véritable complexité, qui pouvaient plaire au plus grand nombre et qui pouvaient plaire à un grand public. Comme s'ils avaient essayé de devenir à un moment donné les Goonies de l'horreur, alors que c'était pas ça, et c'est une preuve.
Putain, mais quel coffret de malade. Il y a même Halloween 2018 qui était un très bon opus d'Halloween. Il y avait à un moment donné la Blumhouse, c'était quelque chose et ça fait chier de voir ce qu'ils sont devenus, je trouve. Espérons qu'ils se rattrapent. Je pense que vous avez vu les dernières photos de tournage de L'Exorciste avec Scarlett Johansson. Et là, je suis dans une période où j'ai juste envie de voir des femmes tabasser des gueules à des petits bâtards, genre un peu comme dans un registre différent encore une fois, mais comme Evil Dead de 2013 avec Mia et sa tronçonneuse, Resident Evil avec Mila Jovovich. Là, j'ai envie de me replonger dans le premier opus de Resident Evil avec les musiques extraordinaires de Marilyn Manson. The Menu, même si bon, il n'y a pas vraiment de scène de combat, mais d'une certaine façon, il y a un peu ce côté revanche sur la vie. I Split on Your Grave et j'en passe, et des meilleurs. J'ai l'impression d'avoir un film qui est un petit peu généreux avec les spectateurs et qui fait du bien. C'est très important d'avoir ce genre de film dans une période qui est un petit peu compliquée dans le contexte. Je vais pas rentrer en détail, mais vous avez compris. C'est du divertissement bien fait. Donc en tout cas, félicitations à eux. Ils tiennent vraiment, ces réalisateurs-là tiennent leur meilleure franchise. Et je pense sincèrement que de tout ce qu'ils ont fait, Winning Nightmare 1 et Winning Nightmare 2, ce sont les meilleures choses. Ce sont leurs meilleures choses. Qu'est-ce que je raconte? Ce sont leurs meilleurs films. Oh, ça fait du bien d'avoir fini. Ça va, Billy? Je sais pas, depuis tout à l'heure, t'es un petit peu stressé, j'ai l'impression. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin bref, vous savez comment ça marche sur YouTube. Prenez soin de vous, vous êtes la chose la plus importante, n'oubliez jamais ça. Je vous fais des gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite et tout ce que vous méritez. Je ferme ma gueule. Attendez, qu'est-ce qu'il dit au long? Ferme ta gueule! Il a pas tort. De gros bisous. Mouah.